Bonjour à tous, bonjour à tous, il est 10 heures. Monsieur Prigent, Monsieur Jacques, est-ce que vous êtes là? Bonjour, nous sommes là. Oui, Bonjour. bonjour, nous sommes là. Bonjour. Je vais vous présenter rapidement l'association La Touline pour laquelle je travaille. Et puis Oui. ensuite, vous aurez donc la parole pour faire l'info métier sur la cybersécurité maritime. La Touline, donc c'est une association qui a pour vocation de favoriser l'emploi maritime. Donc nous sommes présents principalement en Bretagne et en région sud. Pour ce faire, on propose en fait à toutes les personnes qui ont un projet en lien avec la mer, un accompagnement, des informations, des conseils pour tous les métiers de la mer, que ce soit à terre ou embarqué. Et nous avons aussi comme mission de promouvoir et de faire connaître toutes les filières maritimes. Et c'est dans ce cadre-là qu'on vous propose cette info métier, donc aujourd'hui sur le thème de la cybersécurité maritime, et que nous avons convié donc Monsieur Jacques et Monsieur Prigent, qui vont pouvoir se présenter dans quelques instants. C'est vrai que nous, chez nous, quand on identifie des profils un petit peu atypiques, j'ai chez moi des alternants, j'ai des gens en reconversion euh, qui sont d'excellents profils, qui sont des gens qui ont déjà travaillé avant sur des sujets souvent techniques, hein, mais là j'ai un master en psychologie par exemple. Voilà. Et ça fait 2 ans qu'ils bossent comme un fou et qui arrive à avoir un niveau euh, vraiment significatif, avec des compétences, on va dire, transverses, qui vont permettre de comprendre la psychologie d'un attaquant, le mode opératoire, le raisonnement, la partie graphe, scénario d'attaque, choix. Bon, c'est un exemple parmi d'autres, mais donc oui, effectivement, il n'y a pas. Si un jour il y avait une question, quelle est la voie qu'il faut que je prenne pour travailler en cybersécurité maritime, je serais un peu embêté de répondre. Il y a des formations. On pourrait dire, bah, soit je suis plutôt du milieu maritime et je m'intéresse à la cybersécurité, soit je suis plutôt dans la cybersécurité et je m'intéresse au secteur maritime. Mais le seul dénominateur commun, c'est l'envie. Moi, j'interviens dans pas mal d'écoles d'ingénieurs, dans pas mal d'écoles et aussi à des oraux de recrutement. Les CV des gens que je reçois, j'en reçois, je sais pas combien, 10 ou 15 par jour, quasiment, des recherches de stage. Euh, on les connaît. Enfin, on connaît les écoles, on connaît les diplômes, on connaît les parcours pédagogiques. Euh, et, et là où on fera la différence, c'est sur la singularité ou l'engagement de l'individu. C'est-à-dire que si vous êtes, on va dire, dans le même moule ou le même profil, un petit peu, bon bah je fais ça parce que bah, j'ai suivi mes études, ça m'intéresse, mais ça va pas attirer forcément trop l'attention. En revanche, si vous dites, bah voilà, moi, j'ai fait ça, j'ai découvert ça, j'ai codé un petit truc sur internet, là c'est sur GitHub, j'ai fait un petit projet, regardez, je sais faire un peu. Bon, là forcément tout de suite, pas plus tard que la semaine. Pourtant, on a beaucoup de travail, hein, et donc on peut pas accueillir. Parce que, bon, mais pas plus tard que la semaine dernière, il y a une jeune femme de 15 ans, 16 ans, en seconde, qui est venue passer une semaine en stage d'observation chez nous. Parce que ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'elle va sur des forums, elle discute avec des geeks, elle commence à coder en PHP, en Python des choses, elle s'intéresse à la sécurité, elle va sur des sites pour faire des challenges. Il y a plein de sites en ligne pour faire des challenges, pour commencer à apprendre les choses. Et elle nous a envoyé une splendide lettre de motivation en disant est-ce qu'il y a le droit et est-ce que c'est possible d'en faire son métier? Bah welcome. Et elle est venue 5 jours découvrir un peu ce qu'on fait, les différents sujets, et ça l'a conforté euh, dans son. Voilà, donc voilà ce que j'avais à dire, que l'important c'est l'envie de le faire sur ce sujet-là. Oui, merci. Du coup, ce que je retiens, c'est que comme dans de nombreux métiers et beaucoup dans les filières maritimes, ce qui est important en fait, c'est vraiment la passion ou vraiment le goût d'y être, quoi. L'investissement aussi. Bah, Oui, c'est ça. Et puis, comme disait Guillaume, c'est un,
c'est mouvant en fait la cybersécurité, c'est-à-dire que tous les jours on découvre de nouvelles failles, de nouvelles vulnérabilités. Donc il faut avoir aussi cette envie de progresser en permanence, de se remettre en cause. Moi, ça fait 20 ans que c'est mon métier globalement et j'en apprends tous les jours. Je suis tout sauf un expert de la cybersécurité parce que je vous dis, voilà, je prétends pas avoir une connaissance infinie dans le domaine, mais j'en apprends tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et ça, c'est vraiment ce qui fait de ce métier finalement une passion parce que voilà, on a toujours des choses à apprendre et à découvrir parce que c'est un domaine qui est extrêmement transverse en base de données, en programmation, en réseau. Voilà, il y a plein de métiers, il y a plein d'aspects à la cybersécurité. C'est vraiment ce qui fait l'intérêt du métier, ce qui fait qu'il y a il y a des gens bah, qui se passionnent pour ça et qui y font effectivement toute leur carrière. C'est un métier où on peut pas subir. Il y a peut-être aucun métier où on peut subir, mais en tout cas, c'est pas, on sort pas. Alors, je sais que la France est très à cheval sur les diplômes, les écoles et tout ça, mais ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres pays ou ce qui n'est pas forcément le plus astucieux dans ce secteur-là, mais on peut pas sortir d'une école, faire un an ou deux, puis dire bon bah c'est bon, allez ça y est maintenant, je suis ingénieur ou je suis ci ou je suis technicien supérieur, et puis je déroule pendant 30 ans. Comme quand on fait des cours en cybersécurité, moi je donne des cours dans des écoles, parce que souvent bah, enseigner c'est apprendre deux fois, et ça me permet de me dire tiens finalement mais j'avais pas forcément compris ce truc-là. Et au bout de même pas 6 mois, un an, je change mes styles. Enfin, on peut pas. Ça va tellement vite et il y a tellement de composants qui sortent, d'architecture, de nouvelles technos, et on va pas tous les citer là, mais et donc on est forcément, si on veut être efficace, pertinent dans son sujet, donc ça veut dire dans son travail ou dans son épanouissement au travail, on est obligé de savoir sortir un peu de sa zone de confort, de se mettre parfois en difficulté, dire attends bon là j'y connais rien mais il faut quand même qu'on m'explique ou que je regarde et creuser. Et donc c'est effectivement la soif permanente de comprendre ou creuser les sujets. Moi par exemple j'ai fait beaucoup d'informatique, hein, c'est clair, et de hacking depuis toujours. Mais si j'avais pas fait d'école généraliste ou de prépa et des choses comme ça après, je serais incapable aujourd'hui de modéliser un méthanier. Quand je fais mon scénario d'attaque ou quand on va faire du renseignement pour dire tiens comment on va attaquer un port ou pour entraîner les gens, hein. Je serais incapable de comprendre comment fonctionne une pompe, un système complexe avec des automates industriels, la propulsion, les ballasts, toute la partie navigation. Et donc voilà, faut quand même, c'était pour pondérer ce que je disais tout à l'heure sur la partie geek, auto-apprenant, voilà, faut quand même parfois, en fonction des métiers, des bases, des bonnes bases, euh, sur la technique des systèmes, sur l'anglais, tout est en anglais, hein, sur la capacité euh, à rédiger, la capacité à reporter, la capacité à documenter, à se créer des bases documentaires, en cas d'incident, à gérer la partie remontée, coordination. Donc c'est pas que le profil sweat à capuche, sa pizza et je fais du hacking et je mine des bitcoins toute la journée. Enfin, euh, on peut être comme ça, mais bon, ça c'est une image dans les films. Un professionnel en cybersécurité, c'est d'abord un professionnel, c'est un passionné certes, c'est quelqu'un qui creuse vraiment les sujets, mais c'est pas que de la technique. OK, merci beaucoup. J'ai vu que dans le chat, il y avait, on parle autour du juridique. Est-ce que vous voulez peut-être développer à l'oral pour que tout le monde en profite? Oui, c'est un vrai sujet. C'est vrai qu'on a tendance à parler beaucoup de technique parce que malgré tout, il y a des enjeux techniques derrière importants. Moi, je suis assez quand même convaincu qu'il faut avoir quand même une appétence pour la technique, pour comprendre ce que c'est qu'une cyberattaque, parce que sinon, on peut rester un petit peu sur comment dire, une vision surfacique, c'est-à-dire se dire bah une cyberattaque, ok, c'est quelqu'un qui attaque et puis voilà, et pas forcément creuser vraiment comment ça se passe. Et ça, ce sera un petit peu dommage. Par contre, les enjeux juridiques sont quand même extrêmement importants. On a besoin d'experts juridiques parce qu'il y a des questions des fois auxquelles qu'on se pose et on n'a pas la réponse parce qu'on n'est pas nous-mêmes des avocats,
On n'est pas des cabinets d'assurance, on n'est pas, voilà, on a besoin d'avoir des gens qui sont compétents sur le sujet, qui sont aptes à écrire des règlements, des fois aussi, hein, il faut le dire, à les comprendre, à les faire appliquer, à les décliner. Puisque souvent on est sur des réglementations au niveau mondial avec l'Organisation maritime internationale, des directives qui viennent de l'Europe, avec des fois des choses qui peuvent être éventuellement incompatibles ou incomplètes. Donc il est important aussi d'avoir cet aspect juridique, cette plus-value finalement de ces personnes qui sont formées pour ça, pour venir apporter effectivement leur vision du monde maritime, des enjeux cyber, des responsabilités également. Voilà, c'est vraiment important. Donc là, je sais qu'il y a pas mal effectivement de formations dans le domaine du droit maritime et des risques maritimes qui se sont développés, notamment en France, et sur lequel effectivement, il y a pas mal de gens qui se posent des questions au niveau cyber. J'ai participé à un autre webinaire il y a quelques mois de ça sur le sujet, avec des vraies bonnes questions. À la limite, effectivement, entre le droit et la cybersécurité et les risques maritimes. Et ça, c'est vraiment des sujets extrêmement importants pour le futur, notamment, comme je disais, avec les navires autonomes, avec des questions qui se posent en termes de droit, sur lesquelles on n'a pas forcément aujourd'hui vraiment toutes les réponses. Et on a vraiment besoin qu'il y ait des experts dans le domaine qui se penchent sur le sujet et nous apportent des réponses adaptées. En fait, pour compléter ce que disait, c'est quelque chose de très important, petit juridique, mais il ne faut pas que ce soit quelque chose uniquement de réglementaire. En fait, quand on parle, je vais prendre une analogie avec la cybersécurité des systèmes industriels, euh, ce qu'il y a d'important et ce qui a mis du temps, et c'est pour ça qu'on a, je pense, pris du retard. Alors la France n'est pas moins bien placée que d'autres, hein, évidemment, mais heureusement on est une agence, des meilleures au monde agences en sécurité. Euh, L'important c'est de se parler, de s'enrichir les uns les autres sur une thématique avec ses compétences. Et donc si je vais prendre l'exemple des systèmes industriels, si l'administrateur des IT ou on va dire classique du système d'information, il dit ouais bah, l'automate industriel il est là-bas, moi j'ai mis une règle sur le firewall, j'en ai rien à cirer. Et si le responsable de prod au niveau système industriel il dit moi j'ai besoin de mon protocole, tout ce qui se passe derrière là-bas au niveau ça part sur internet, j'en ai rien à faire, ça va pas marcher. Et pour la partie juridique, c'est la même chose. Il est super important parce que je l'ai rencontré parfois. J'étais expert près de la cour de Rennes pour assister des huissiers, des fois dans des enquêtes, des choses comme ça, il y a longtemps, hein, mais ou même maintenant, je fais de la réponse à incident. D'accord. Je fais de la réponse à incident. Donc, il y a des entreprises qui sont victimes de rançongiciel, ransomware, si vous voulez, ou qui nous appellent. Allô, allô, j'ai plus de sauvegarde, tout est chiffré, il y a 400 salariés qui sont au chômage. Est-ce que vous pouvez venir m'aider? Donc, on arrive, on débarque, et donc là, il y a potentiellement plein de questions qui se posent, et il y a toujours des flous, des sortes de zones grises qui arrivent. Je vous donne un exemple. On intervient, on essaye d'extraire des fichiers, on tombe sur des données personnelles. On peut tomber sur des choses où forcément, en tant qu'homme de l'art, je vais devoir faire du reporting à des services de police. Par exemple, je tombe sur des fichiers qui n'ont rien à faire là, qui sont complètement... On peut avoir des cas où on nous demande, oui, bah alors l'attaquant, il est connecté sur tel serveur, là, il est en train de nous attaquer. Est-ce que vous pouvez le contre-attaquer et faire tomber le serveur, comme ça, bah, il arrêtera de nous attaquer? Bah non, je ne sais pas qui est en face. Les problèmes d'attribution. Quand vous êtes dans la rue, vous voyez à peu près le visage, même si on a des masques d'une personne, tout ça, sur Internet. C'est impossible. Une adresse IP, c'est potentiellement un serveur qui a été compromis, un serveur de rebond, qui est l'attaquant. Et donc, il y a plein de sujets qui nécessitent une prise en compte effectivement juridique sur les règles d'engagement, sur les périmètres. Quand on me demande de faire un test d'intrusion, là récemment on m'a demandé de faire un test d'intrusion, donc vraiment tester en vrai sur un système de production, je ne peux pas vous dire lequel, mais plutôt dans le domaine maritime. Euh, j'ai quand même pas mal de questions à me poser sur est-ce que ce bateau appartient bien à la personne qui me le commande? Est-ce que c'est pas un sous-traitant? Est-ce que c'est pas si j'attaque et que je fais tomber, qu'il y a des dégâts, est-ce que je suis responsable? T'auras beau faire signer un papier à la personne en disant écoutez, là j'attaque un vrai système en production, je suis pas responsable si ça tombe. Au final, s'il y a quand même un accident, enfin voilà, donc il faut que la partie juridique ou tous les gens qui travaillent sur le sujet travaillent avec des gens techniques, sinon ça sera un petit peu hors sol. C'est juste ça que je voulais dire.
Merci beaucoup. Alors, je vois qu'il y a eu pas mal d'échanges sur le chat. J'ai pas pu tout lire parce que je peux pas lire et écouter en même temps. Je vois que Monsieur Olivier Jacques, vous avez répondu à une bonne partie des questions. Est-ce qu'il y a des choses à en ressortir de ces Bah, échanges? plein de choses, ouais, toujours. C'est toujours intéressant de voir des profils très variés de personnes effectivement qui ont une expérience dans la marine marchande et qui sont confrontés à des questions de leurs clients en termes de cybersécurité, des sujets effectivement liés à la formation. J'ai fait une formation initiale. Comment est-ce que je peux me réorienter un petit peu sur une filière cyber? Donc là, effectivement, France Cyber Maritime a été chargée donc de développer finalement une offre en cybersécurité en formation en cybersécurité maritime sous deux aspects. Donc, il y a l'aspect effectivement master spécialisé qui a été créé avant la création de France Cyber Maritime, mais il y a l'aspect formation continue qui est extrêmement important. Et là, il y a la volonté effectivement de mettre en place des formations continues pour que des personnes, par exemple, qui auraient des compétences et des formations en droit, puissent se spécialiser en cybersécurité maritime. Pour l'instant, effectivement, en attendant ça, il y a déjà ce qu'on appelle des MOOC intéressants, des cours en ligne intéressants, notamment celui de l'ANSSI dont on parlait tout à l'heure, notre agence nationale de sécurité des systèmes d'information, et qui s'appelle Sectum Academy, et qui est très intéressant pour être formé en cybersécurité généraliste, on va dire, et puis obtenir même un petit certificat de suivi de la formation. Donc, je vous le conseille vraiment si des personnes s'intéressent au sujet et cherchent effectivement ce type de formation. Et après, il y a des questions effectivement aussi pertinentes sur deux mondes un petit peu qui se regardent et qui travaillent ensemble. Guillaume en parlait un petit peu tout à l'heure, le monde de l'IT et le monde de l'OT. Alors pour ceux qui connaissent pas trop ces acronymes-là, l'IT, c'est on va dire c'est l'informatique classique, la bureautique, les PC qu'on utilise un petit peu au quotidien. Je simplifie un petit peu parce qu'il y a aussi la partie télécom qui est extrêmement importante. Et il y a le monde de l'OT. Donc l'OT, c'est l'operational technology. Ce sont les systèmes de contrôle industriel, les systèmes métiers temps réel. Et souvent, finalement, ce sont deux mondes qui parlent pas forcément ensemble parce que le monde de l'OT, ils ont des formations particulières en informatique industrielle, etc. Ils n'ont pas forcément de compétences en cybersécurité. C'est en train de venir, mais c'est pas encore tout à fait le cas. Alors que l'IT, on est peut-être plus effectivement sensibilisé sur des questions de cybersécurité. Par contre, on n'est pas du tout l'informatique industrielle, les systèmes à automates, etc. Et donc, ce sont deux mondes un petit peu séparés. Et la question, effectivement, était de comment est-ce qu'on fait pour que ces gens-là puissent échanger entre eux en termes de coopération. Donc là, il y a différentes, effectivement, possibilités de le faire. Il y a les démarches d'homologation dans lesquelles, effectivement, il faut intégrer des personnes du métier, donc des personnes de l'OT avec des gens de l'IT pour pouvoir échanger. Et puis, il y a un sujet intéressant que nous, on a pu développer, c'est l'entraînement à la cybersécurité, puisque le fait de mettre une entité, un bateau, un armateur, un port dans une situation de crise, ça oblige finalement les gens à travailler entre eux en termes de coopération pour pouvoir lutter face à la menace et trouver des solutions ensemble. Donc moi, en tout cas de mon expérience, ça a été vraiment quelque chose de très positif pour pouvoir effectivement renforcer cette coopération entre techniciens outils et IT. Ok, merci. Je me posais la question par rapport au niveau de diplôme. Est-ce qu'il est possible d'entrer dans la cybersécurité avec un bac plus peut-être 2, mais sans aller vraiment dans une école ou obtenir un statut d'ingénieur? Oui, alors c'est tout à fait possible. Euh, Ça dépend des structures. Euh, Comme je le rappelais tout à l'heure, le besoin de diplôme fait que typiquement, mais ça change hein, dans l'administration, donc les services de l'État, où les grilles et ou les niveaux sont pas forcément compatibles, parce que c'est assez figé, on va dire, hein, avec les profils euh, potentiellement disponibles du vivier des gens intéressés en cybersécurité. C'est pas forcément évident en fonction des structures. C'est en train de changer, ça change déjà beaucoup depuis 4-5 ans. C'est bon, ça reste petite vitesse hein, en termes de changement, mais ça dépend des structures. Euh, Ce que j'aimerais rappeler toutefois, c'est que parce qu'on entend souvent ça, la propension,
le mythe de l'autodidacte complet dans sa grotte, sans études, il est beau, il est intéressant, euh, mais il y a des fondamentaux. Voilà. Il y a des fondamentaux que j'ai rappelés tout à l'heure rapidement, qui sont avoir base dans ce métier qui est un métier technique. Il y a des volets qui ne sont pas techniques, hein, mais si on parle de la cybersécurité technique et opérationnelle, on va dire, d'avoir les bases des mathématiques, de la physique, quelques lois, voilà, on n'est pas obligé d'être et, et donc savoir rédiger ou savoir parler anglais ou comprendre l'anglais à minima. Et ensuite, peut développer des compétences personnelles, euh, mais si on veut durer dans le métier, on est obligé, parce que c'est très facile d'être une star ou d'être très bon à un moment donné. C'est juste que ça passe très très vite. En 6 mois, 1 an, 2 ans, vous ne serez plus une star, vous serez plus Il n'y avait pas les clés. Donc, si vous voulez durer, c'est pour ça que j'ai encouragé, moi ça m'est déjà arrivé de prendre des gens Je l'ai là, si. au bac, donc, et ils voulaient s'engager dans la marine. Je lui ai dit, fais pas ça, bon, t'es très bon en cybersécurité, tu sais faire plein de trucs que des gens de ton âge savent pas faire. Viens chez moi et on va faire de l'accompagnement. Donc, il a passé 3 ans et aujourd'hui, il a même complété par un master. Il est prof dans une école d'ingénieurs, d'accord? Mais ça, c'est parce qu'il a eu l'opportunité de rentrer dans certaines structures. Donc, faut pas avoir peur. Il y a plein de profils. Il y a des bacs. Bon, bac, c'est quand même assez rare, mais vaut mieux avoir une formation complémentaire ou cours du soir ou quelque chose. Mais en bac plus 2, en bac plus 3, en BTS, enfin, il y a plein de métiers. Mais il ne faut pas oublier les fondamentaux. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je me suis toujours refusé, et j'en connais hein, dans ce monde de comédie circus, un peu de star system, à embaucher des divas qui étaient une star d'un système très particulier, mais qui parlent à personne, qui s'en fout du management, qui rédige pas, qui partage pas, qui ne... Voilà, ça m'intéresse pas. On est des professionnels, donc il y a des règles de base qu'il faut être capable d'appliquer, de comprendre et de travailler en équipe. Oui, c'est un vrai sujet. Et comme disait Guillaume, c'est voilà, la cybersécurité, c'est transverse. C'est pas juste quelque chose très pointu dans un domaine. On a aussi vraiment besoin d'avoir des gens qui connaissent bien le fonctionnement global d'un système d'information. Et donc là, il y a des fondamentaux qui sont vraiment essentiels sur lesquels on peut pas passer à quelqu'un qui est compétent, je sais pas, en développement, c'est une star en développement, mais le réseau, il dit ça m'intéresse pas. Voilà. Enfin aujourd'hui, faire du développement sans avoir une compétence réseau, ça n'a pas vraiment de sens. Donc voilà, faut être quand même je pense qu'effectivement, il y a des fondamentaux sur lesquels il est difficile de faire l'impasse. Tout à fait. OK, merci beaucoup. Et une fois qu'on est formé, qu'on a les, compétences, perso, qu'on a la passion et qu'on a envie de s'engager, comment on fait, concrètement? On fait des candidatures spontanées ou est-ce qu'on retrouve des postes sur des, sites, de recherche d'emploi? Comment ça se passe? Alors, oui, il y a beaucoup. Donc c'est un secteur qui est en pénurie, hein, clairement. Mais c'est un secteur qui est vaste. Alors, la cybersécurité, c'est comme dire, je sais pas moi, la médecine. Euh, donc il y a tout type de profil. Il y a beaucoup d'annonces sur plein de sites, hein, Flasher, par exemple en Bretagne, on a un site qui s'appelle Cyberjobs. Enfin, c'est pas que en Bretagne, d'ailleurs, il est national ce site, mais cyberjobs.fr. Il y a aussi des plateformes sur Yasouyak, sur tous les sites de- des entreprises. Sur la mienne, j'ai des candidatures aussi sur chaque site. Donc oui, il y a quand même une grosse offre d'emploi. En revanche, euh, si vous avez identifié, de toute façon, c'est dans la culture du hacking et de la cybersécurité normalement. Donc, quand on travaille dans ce métier-là, on se renseigne, on cartographie, que ce soit cartographier un vrai système ou cartographier des informations. Et, et en fonction de
ce que vous avez envie de faire, comment vous sentez que l'entreprise en face ou la structure permet de faire. Il faut personnaliser, et que ce soit pour un stage, pour une candidature spontanée, il faut vraiment personnaliser la proposition. Moi, je reçois trop, et je ne sais pas pourquoi on est dans cette génération-là. En tout cas, c'était pas la mienne. Je suis pas vieux pourtant, un peu, mais je reçois sur Indeed, donc qui est une plateforme, je reçois des réponses à mes candidatures où il n'y a même pas bonjour, au revoir, ni de lettre de motivation. Il y a un lien PDF tout moisi. Le gars me relance 3 fois, mais j'ai même pas son nom et son. Voilà. Et donc, je pense que si on est vraiment motivé ou qu'on veut, il faut. À contrario, je reçois des candidatures. Je vous ai vu là, j'ai suivi la conférence de hacking. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. J'ai pas envie de travailler dans un grand groupe industriel, faire du consulting, je sais pas quoi, à Paris ou là. Je suis prêt à bosser à Brest, peut-être pas avec des salaires extraordinaires, mais j'ai l'impression que je vais apprendre plein de trucs en travaillant chez vous. Et ben, welcome, on va discuter. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Que ce soit pour un stage ou pour une, et mettre en avant ses qualités personnelles et son engagement et ses réalisations personnelles. Ne pas trop s'attarder sur. Alors j'ai fait en première année, j'ai fait du PHP, en deuxième année j'ai fait ça, et puis voilà, ça c'est bon, Oui, il faut mettre de soi dans la lettre de motivation. c'est clair, Mmh. c'est clair. C'est un peu la bagarre, hein, la cybersécurité, parce que c'est des profils où on va avoir des gens qui faut être assez engagé, ça va vite, faut lire plein de trucs, coder des machins, interagir avec d'autres. Euh, donc faut quand même des gens qu'on sente. Enfin, moi, quand je prends des gens en entretien, c'est parce que j'ai senti une appétence au sujet, un petit truc, quelque chose. Euh, bon, voilà, après, c'est mon point de vue, mais Non, non, ce qui je fait que la rejoins, porte, ce qui fait que la porte peut s'ouvrir à pas mal de profils, en fait, hein. mmh. Voilà, il y a aussi bon, les réseaux sociaux, effectivement, qui fonctionnent pas mal. France Cyber Maritime est pas mal présente en ce qui me concerne sur les réseaux sociaux. Donc, les offres d'emploi seront certainement aussi diffusées sur notre site internet et par le biais des réseaux. Et puis, on commence à avoir effectivement des candidatures spontanées aussi. Pas mal de gens qui soit ont du mal à se positionner en termes de métier, c'est-à-dire qu'ils savent pas trop entre auditeurs, pentester, c'est quoi la différence, investigation numérique, etc. Tout ça, voilà, ça peut être un petit peu aussi une prise de contact pour démystifier, expliquer le métier au quotidien. Qu'est-ce qui fait concrètement un pentester? Comme le disait Guillaume, hein, ils sont pas avec une capuche sur la tête comme on le voit dans la plupart des médias ou autres. Voilà, c'est vraiment un métier qui nécessite des compétences, une motivation, un investissement très particulier. Voilà, c'est quand même très pointu. Donc pas mal d'échanges quand même avec des gens qui s'intéressent au sujet et qui, surtout au-delà de la candidature, essayent de se mettre un petit peu en position et de se dire, OK, ce serait quoi concrètement mon boulot demain si je devenais pentester, auditeur? C'est quoi la différence entre tout ça? Voilà, beaucoup d'échanges sur des réseaux sociaux avec des gens qui se posent ce type de questions, effectivement. Ouais, il faut s'investir et se projeter aussi, dans l'entreprise, quoi. J'avais une question sur, le bassin d'emploi. Est-ce que c'est forcément sur le littoral, ou pas? Et je vois que dans le chat aussi, on a parlé un peu des zones géographiques. Est-ce qu'on peut en dire un mot? Oui, alors effectivement, je répondais sur le sujet effectivement de Paris et de Rennes, qui effectivement sont de bassins d'emploi, on va dire, on trouve pas mal d'emplois en cybersécurité. Après, en ce qui concerne le monde maritime, c'est pas tout à fait la même chose, je dirais. D'abord en cybersécurité, on trouve aussi pas mal d'emplois maintenant qui se développent dans plein d'autres régions. Donc c'est plus aussi focalisé qu'avant sur Paris et sur Rennes, puisque les besoins sont vraiment nationaux. Et au niveau maritime, on trouve des emplois un petit peu partout, dans les territoires, à Toulon. Hein, je parlais de Naval Group, qui est un industriel de défense qui a quand même une forte expérience et de forts besoins en termes de recrutement aussi en cybersécurité maritime. La Marine nationale emploie à Brest, à Toulon, à Paris aussi ou ailleurs. Donc finalement, le positionnement Rennes-Paris, il peut encore exister dans certains cas, mais au niveau cybersécurité maritime, c'est quand même plus large. Il me semble que ces deux pôles de bassin de recrutement là.
Ok, merci beaucoup. Alors, il y a encore des questions sur le chat que j'ai pas eu le temps de lire. Si certains le souhaitent, n'hésitez pas, hein, vous pouvez aussi prendre la parole et poser la question en levant la Je me suis, main. Il doit y avoir un système comme sur les autres je logiciels. me suis permis de vous mettre un lien de notre formidable agence de la sécurité et système d'information qui est le panorama des métiers de la cybersécurité. C'est un PDF qui explique un petit peu les différents profils, les métiers, les différentes choses si vous avez besoin de creuser un petit peu. Et puis j'ai mis 2 liens sur des plateformes qui proposent des stages ou des offres d'emploi en Ok. cybersécurité et qui ne sont pas forcément pour aller postuler, mais qui permettent un petit peu de mieux comprendre, un peu voir ce qui est attendu, quelles sont les différentes. Et ça fait partie des enseignements qu'on peut faire quand on cherche à construire peut-être un parcours et puis une projection dans l'avenir sur tiens, bah, finalement, moi j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien faire ci, ça me plaît peut-être dans un premier temps, mais après je ferai ça. Bon, voilà, ça se réfléchit, ça se travaille. Oui, c'est réaliser un peu une enquête métier, étudier un peu le marché de l'emploi, quels sont les différents métiers qui existent et les profils qui sont demandés. Tout Ah, à fait. je vois qu'il y a monsieur Alabi Ferrati qui a levé la main, je crois, ou pas? Oui, 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 j'ai bien levé la main. Bonjour. 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 Oui, je suis de formation juridique et j'ai fait le droit maritime parce que je m'intéressais plus à la sécurité maritime. Et donc, pendant ce master, j'ai eu un professeur qui était directeur juridique chez Veritas Group. Et donc, je me suis aussi intéressé pour avoir faire mon mémoire sur en fait la sécurité du transport, mais de produits dangereux. Et aujourd'hui, si je suis venu dans votre webinaire, c'est parce que je sais que la sécurité de beaucoup de ports sont menacées. Surtout, on peut, par exemple, détourner un navire pétrolier qui peut aller s'échouer sur une côte et polluer la côte. Donc, il y a toutes ces problématiques, en fait, auxquelles je m'intéresse. Mais derrière, j'ai pas vraiment trouvé d'employeur dans ce sens. Parce que faire du juridique, tout simplement, le gros du contentieux se fait plus en assurance, avec les P&I Club et en assurance. Actuellement, je suis venu m'informer et je vous remercie beaucoup, Monsieur Guillaume Prigent, de m'avoir donné en fait des informations pour que je puisse voir d'autres choses que j'avais du mal à imaginer ou j'avais une vision obtuse de la chose. Et si je prends la parole ce matin, c'est aussi pour vous remercier et pour avoir organisé ce webinaire. Merci beaucoup. Merci à vous. Ça fait plaisir si ça plaît et si ça permet sur la partie juridique et votre formation. Je vous encourage vivement à aller voir effectivement la plateforme de l'ANSSI hein, qui vous permet d'avoir aussi des attestations, le suivi de parcours, le MOOC, SecNum Academy, qui est vraiment très bien fait. Euh, Concernant votre profil, je pense qu'on manque de profils à double compétence, en tout cas, mais ça se travaille. On ne peut pas s'improviser. Compétences juridiques. euh, et j'en rencontre hein, des gens, ça m'arrive. euh, des plaintes suite à des rançongiciels, des choses comme ça, des différentes affaires. En ayant suivi juste un blog pendant 15 jours. C'est un vrai sujet. En termes de débouchés, aujourd'hui, vous serez potentiellement amené à contacter, euh, soit sous forme de stage dans un premier temps, parce que c'est un parcours un peu, soit peut-être en CDD ou des cabinets de conseil en analyse de risque. Là, on est plus dans la gouvernance, hein, on n'est pas dans l'implémentation de dispositifs de protection technique ou de réponse à incidents techniques sur les impacts. Et donc je pense à des grands cabinets français ou étrangers
type Wavestone, qui vont être capables, Ernst Young, qui ont dans leur périmètre de prestation effectivement du conseil et de l'analyse de risque et de la partie assurantielle sur le secteur maritime. Merci beaucoup. Est-ce que d'autres personnes souhaitent poser une question à l'écrit ou à l'oral? Bon, je crois que ça veut dire que vous avez été super complet. Moi j'ai un truc à rajouter Oui. parce que je vais faire de l'auto-promo. Je regarde juste. Donc chaque année, depuis quelques années, avec l'association La Cantine Numérique de Brest, Diatim s'est associé à la Cantine Numérique depuis 3-4 ans pour l'organisation d'une conférence de hacking à Brest. On a l'habitude de dire que c'est la conférence la plus à l'ouest, qui s'appelle Unlock Your Brain, Harden Your System. Donc, je vais vous mettre le lien, qui a lieu au mois de novembre cette année. J'espère en présentiel. L'année dernière, du fait des conditions, ça s'est passé distanciel. Qui est au plateau des Capucins sur une journée, voire des workshops la veille, à des prix, donc dans la plus pure tradition du hacking et des conférences historiques, hein, auxquelles je participais et participe toujours, mais à des prix très modiques pour permettre un accès, et grâce aux partenaires évidemment, à tous, étudiants, reconversion, ingénieurs, et avec un call pour des speakers de tout sujet, technique, société, on dit beaucoup ce mot-là, ou en tout cas juridique, de retour d'expérience, de techniques de hacking. euh, et donc, faut pas hésiter. Je vais vous mettre les dates là dans le chat. Pourquoi? Parce que on a des jauges dans l'amphithéâtre à 200, 200 et quelques, et généralement ça part en 3, 4 jours, 5 jours max. Et donc, il vaut mieux se préenregistrer si ça vous intéresse. Et Diatim, hormis l'animation et la participation à cet événement, on organise généralement un CTF, un Capture the Flag. Donc je vais expliquer ce que c'est. Merci Olivier. Le Capture the Flag, c'est un bon moyen, si vous avez envie d'en faire, de progresser. C'est assez ludique. C'est des épreuves qui peuvent être en ligne sur des plateformes comme RootMe, comme Hacking the Box ou des choses comme ça. Il y a des choses très simples, des choses très compliquées, mais qui sont des petites épreuves que vous devez résoudre, qui vont effectivement de choses simples à des choses très ardues, pour gagner des drapeaux, Capture the Flag, un drapeau, une chaîne de caractères, quelque chose que vous allez soumettre sur le site pour gagner des points. Donc d'ailleurs des badges après dans différentes choses. Et il y en a beaucoup et c'est intéressant. Nous, on en organise un pendant Unlock Your Brain, qui est un Capture the Flag de attaque-défense, qui permet à des étudiants ou des personnes par équipe de venir attaquer ses propres systèmes, les défendre. Et puis bon, c'est très amusant et ça permet de pratiquer, rencontrer des gens du métier aussi. Donc voilà, n'hésitez pas. Ce sera en présentiel du coup, c'est ça, l'événement Alors, on espère que ce sera présentiel, mais si vous voulez, moi, depuis pas mal d'années, les plans boules de cristal, je me méfie. Euh, Pas que depuis le Covid d'ailleurs. Et donc, comme on dit chez nous, craindre le pire, espérer le meilleur. Donc, pour l'instant, on fait tout, des réservations, des planifications logistiques pour que ce soit en présentiel, mais en workaround ou en solution de contournement, en fonction de l'évolution de la situation. Vous appartient pas, ça sera en distanciel. Mais on va faire tout pour faire du présentiel. Pourquoi? Parce que les échanges, le partage, c'est quelque chose de ultra important en cybersécurité. Partage, que ce soit entre les certes, sur ce qu'on appelle les indices de compromission, les attaques qu'il y a eu, que ce soit dans la presse, que ce soit dans les forums techniques, tout est basé sur le partage. Donc, bonne conférence, un bon lieu de partage, c'est quand on est en présentiel, on se voit, qu'on se parle, on se donne des infos, et donc on fera tout pour qu'on puisse être tous ensemble, à ce même, et, euh, et avoir un bon moment de partage dans la plus pure tradition du hacking et de la cybersécurité.
Et justement, je profite du sujet, donc Laura de la Tounine, on parle de distanciel, de présentiel et donc de moments de partage. Est-ce que voilà, du fait du métier, vous êtes ouvert du coup à recruter pour des personnes en télétravail total, par exemple, qui sont situées à l'étranger ou à l'autre bout de la France, ou est-ce que du coup voilà, vous favorisez plutôt à recruter des personnes où justement il y aura cet aspect de pouvoir être présent au sein de l'entreprise. Parce qu'on peut se dire ouais, avec la cybersécurité, on peut faire des recrutements un peu partout en fait dans le monde. Mais alors, quelle est un peu votre position sur le sujet? Alors, bon, j'ai un avis assez qui est le mien. De toute façon, on ne parle que de soi quand on parle, mais qui ne correspond peut-être pas à toutes les structures qui font de la cybersécurité, d'accord? Nous, on travaille sur des sujets assez sensibles, sur des réseaux euh, qui sont protégés parfois, euh, et, euh, et donc il n'est pas envisageable ou pas possible sur certains sujets de travailler en dehors physiquement et du réseau de l'entreprise. Euh, En plus de cette chose-là, je considère, même si j'ai une grande partie de mes salariés qui sont en télétravail, pas tous, hein, j'en ai quand même presque la moitié qui sont là, euh, je considère que un salarié ou un collaborateur au sens large, ça peut être un stagiaire ou euh, qui est ce qu'on appelle un primo-arrivant, quelqu'un qui arrive et qu'on ne connaît pas forcément, euh, doit, pour une bonne intégration, être physiquement, c'est mon point de vue, hein, mais dans l'entreprise, connaître les process, les personnes, euh, les outils, pour ensuite éventuellement pouvoir faire du télétravail, mais le full télétravail, le full distanciel, moi je suis pas pour, hein. Donc, euh, après, ça dépend des métiers, ça dépend des structures. Et j'irais évidemment du fait de mes métiers. Bon, j'ai pas expliqué pour qui on travaillait trop, mais on est quand même très bleu, blanc, rouge. On a des contraintes. On forme et on entraîne les équipes du ministère des Armées, des opérateurs d'importance vitale euh, à se défendre. Donc on les attaque pour qu'ils apprennent à se défendre. Et donc les recrutements, c'est sélectif en termes de proximité géographique, en termes d'être capable d'être en présentiel au départ. Ouais, je rejoins Guillaume aussi là-dessus. Je pense qu'effectivement, il y a certains métiers très sensibles où on a besoin effectivement aussi d'être sur le terrain, hein. Concrètement, la cybersécurité, c'est pas que répondre à des mails derrière son ordinateur. Il y a aussi du travail de terrain, de contrôle, de vérification, de configuration sur des bateaux, par exemple, ou dans des ports, qui ne sont pas réalisables à distance. Certains métiers, oui. Mais là aussi, il faut faire attention. Je pense effectivement que quand une personne rejoint une entité, quelle qu'elle soit, effectivement, c'est bien d'être quand même en présentiel pour bien comprendre les enjeux. Et on le voit aujourd'hui, tout ne passe pas forcément aussi bien en distanciel qu'en présentiel. Donc, il faut faire attention effectivement à avoir quand même une présence, je pense, physique au sein d'entreprise. Il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué. On parle de deux sujets assez particuliers, le monde maritime et la cybersécurité. Il y a quelques années, on pouvait se dire la cybersécurité, c'est un monde de barbus avec des capuches, etc. Tout ça. Et je ne peux que me réjouir que de voir que parmi vos participants, il y a beaucoup de participantes. Et ça, Guillaume en a parlé tout à l'heure, mais c'est super important de comprendre que les métiers, aussi technologiques soient-ils, sont complètement ouverts aux femmes. Et ça, c'est extrêmement important. Je me réjouis de voir que dans les formations en cybersécurité aujourd'hui en France, il y a de plus en plus de femmes qui sont présentes et qui ont des parcours super, comme disait un petit peu Guillaume tout à l'heure, et qui montrent toute leur motivation et leur volonté là-dessus. Je trouve ça vraiment génial. Et il faut vraiment continuer comme ça. C'est pas parce que c'est technologique ou etc. que c'est réservé à des hommes, y compris parce que c'est un milieu maritime. Ça n'a rien à voir. Donc n'hésitez pas à candidater et à poursuivre vos formations et à continuer à vous expérimenter dans ce domaine-là.
Oui, je confirme, d'autant plus que, je sais pas comment on dit à l'armée, je me rappelle plus, personnel féminin, c'est ça, pour pas dire les femmes. Moi, j'en ai des profils très, très sérieux, très professionnels, très. C'est pas câblé forcément pareil, mais c'est très très enrichissant et ça permet un peu aussi de recadrer certains, parfois, en leur montrant, bah attends, t'as vu à côté là, ça dépote là, maintenant tu me fais. Donc ouais, faut vraiment pas hésiter, c'est. Et je dis ça parce que c'est vraiment des questions qu'on a eues, hein, où Oui, moi j'ai eu des personnes qui sont venues voir, est-ce que c'est ouvert aux femmes? est-ce qu'il y a le droit? Ben, On oui, n'est pas dans un, bien sûr, on n'est au pas dans un contraire. sous-marin. On n'est pas Oui, dans un sous-marin. oui. Bon, il y a peut-être des cas particuliers dans le monde maritime, mais je veux dire, faut vraiment pas hésiter. Et voilà, donc c'est vraiment aussi l'occasion de le rappeler. Il n'y a pas de métier en cybersécurité qui soit fermé au personnel féminin, bien au contraire. Donc n'hésitez pas, hein, à candidater, à poursuivre vos études sur le sujet. Voilà. Bah, merci d'avoir souligné cet aspect de la mixité. C'est vrai qu'en général, on le souligne à la Touline, on aime bien parler voilà, de l'accès aux femmes aussi et des métiers du maritime. Donc, merci de l'avoir évoqué. Est-ce que nous avons des questions parmi nos participants? On vous enverra à tous, dans tous les cas, un mail à la fin avec nos coordonnées, avec quelques liens. Vous retrouverez l'infométier enregistré donc, sur notre chaîne YouTube. Que dire de plus? Non. Je ne sais pas pour ma part comment faire signe, je voudrais vous dire quelque chose quand même. Voilà, vous parliez des femmes, et justement, il y a une femme que j'ai rencontrée la semaine dernière et qui est responsable du système hygiène et sécurité dans une compagnie et qui justement ne pouvait pas répondre à mes questions sur la cybersécurité, d'où mes questions et mon futur contact avec Monsieur Jacques et avec Monsieur Prigent. Voilà. Alors, ce que je veux signaler, c'est que des femmes, on en voit de plus en plus à bord des bateaux. Moi, quand j'ai commencé, une femme, c'était très, très malvenu. Hein, j'ai commencé en 72. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus calme. Par contre, ce qui ne va pas, et là où on peut dire qu'il y a de l'avenir dans ces métiers de la cybersécurité, dans la marine marchande, là où je viens, dans l'offshore, parapétrolier, c'est qu'on ne sait pas à qui on a affaire, on ne sait pas où on va. Et la plupart du temps, quand je pose des questions au cours de mes audits, de mes inspections, les gens ne sont pas en mesure de me répondre. Et c'est pour ça que je cherche à savoir comment se former, même petit, même simple, des choses très basiques, pour savoir comment on peut accéder à un système de réponse, comment je vais pouvoir répondre aux questions que je pose moi-même. Et c'est ça qui est très important. Et c'est aussi par là que je peux rejoindre M. Prigent et M. Jacques et dire oui, il y a de l'avenir dans ce genre de métier parce qu'il y a un risque énorme à bord des bateaux. Et le risque, il peut être très simple. J'ai posé une question à propos du positionnement dynamique, par exemple. Si quelqu'un introduit le système de positionnement dynamique, on fiche le bateau en plein dans une plateforme ou dans une éolienne en mer. Voilà, c'est un petit peu ce que je voulais rapporter. C'est là-dessus que je voudrais m'orienter. Et en même temps, je suis en train de chercher des formations pour des jeunes qui veulent s'engager dans le domaine maritime. C'est aussi pour ça que j'étais très intéressé par la conférence d'aujourd'hui. Et c'est aussi pour ça que, avec Anne Lepage, on a pu discuter, qu'elle m'a orienté vers vous. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire avant de vous quitter. Comme ça se terminera en encore une petite heure. Je ne sais pas comment ça va se passer. Voilà ce que je voulais dire. Ben, écoutez, effectivement, vous avez raison, hein, donc c'est un métier d'avenir en pleine construction. Là aussi, il faudra peut-être faire preuve de patience parce que je pense que le niveau de sensibilisation et de recrutement n'est pas encore aujourd'hui à son maximum. On est vraiment dans une phase où on est au début de la prise de conscience, etc. Donc aujourd'hui, il y a des postes qui s'ouvrent. Il y en a pas encore des dizaines et des centaines, mais ça commence à venir. Les domaines les plus pointus, les industriels les plus pointus, comme Naval Group, comme Thales, etc., ou d'autres, ils recrutent effectivement des experts en cybersécurité maritime. Après, au niveau des armateurs, etc., au niveau des ports, des petits ports, des armateurs d'une certaine taille, c'est encore un petit peu plus compliqué. Donc, ça va prendre du temps.
Donc, comme on le disait tout à l'heure, il y en a pour tous les niveaux de formation. Il y a besoin de techniciens. Et là, j'insiste vraiment là-dessus. Hein. On n'attend pas que d'avoir des bacs plus 5 ou des docteurs en cybersécurité. On veut aussi avoir des techniciens qui connaissent bien le milieu, qui ont pas peur d'aller sur des bateaux, sur des plateformes offshore pour aller paramétrer des systèmes de manière sécurisée, etc. C'est vraiment quelque chose de très important. Et sur la formation, effectivement, il y a deux aspects. Il y a un aspect de choses qui existent déjà. Donc, je parlais tout à l'heure du master spécialisé cybersécurité des systèmes maritimes et portuaires, dont je crois que certains étudiants sont d'ailleurs à l'écoute aujourd'hui et que je salue. Donc, une formation unique en Europe. Faut savoir que les candidatures sont ouvertes aujourd'hui. On est dans la phase de recrutement là, entre le mois de janvier et le mois de juillet, je crois. Donc n'hésitez pas, s'il y a des gens qui veulent candidater. Toutes les modalités, je vais vous les mettre dans le chat, sont indiquées sur le site d'IMT Atlantique qui pilote le master spécialisé avec d'autres écoles. Et après, pour la formation continue, c'est ce que vous expliquiez tout à l'heure, monsieur, effectivement, les plateformes de formation, l'offre de formation continue en cybersécurité maritime, elle est en train de se développer. Donc France Cyber Maritime a été chargé du développement de cette offre de formation en cybersécurité maritime pour des formations courtes. Et donc, d'ici la fin de l'année, voilà, on espère pouvoir disposer des premières formations qu'on puisse proposer à la fois à des acteurs du monde maritime, des gens qui sont embarqués sur des bateaux, sur des plateformes ou dans des ports, et puis également à des gens qui, comme vous, interviennent à bord des bateaux pour mener des audits, des inspections et autres, et qui ont besoin également d'avoir des éléments en termes de cybersécurité maritime. Merci beaucoup. Quelque chose à ajouter, Monsieur Prigent, Monsieur Jacques? Oui, alors, on va faire de la pédagogie. J'ai reçu là pendant l'intervention des connexions LinkedIn de demandes de connexion de gens qui probablement sont dans l'assistance, que je ne citerai pas, mais il n'y a pas les noms de famille sur les profils LinkedIn. C'est des gens que je ne connais pas. C'est pour autant des gens qui ont l'air, il n'y a pas de photo non plus, et c'est pour autant des gens qui ont l'air assez intéressés par la cybersécurité. Et donc quand vous faites ça, sachez que moi par exemple je ne réponds jamais à LinkedIn de gens que j'ai pas rencontrés soit en visio, soit en présentiel. Et quand vous faites ça, prenez le soin de faire un petit message. Parce que c'est possible, hein, quand vous voulez vous connecter à quelqu'un, vous mettez un petit message. Voilà, c'est des choses qu'on faisait dans le temps. Bon, je sais que maintenant c'est un peu clic, 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 clic de partout et puis ça va dans tous les sens. Mais si vous voulez travailler vos sujets, mettez un petit message. Bonjour Monsieur Prigent, je viens de vous écouter. Est-ce que voilà, ou n'importe quoi. Et là, effectivement, je vais regarder, mais sinon je vais pas faire. Oui, personnaliser son contact, tout comme on personnalise sa lettre de motivation quand on postule. Et ben voilà, Mm. voilà. Pas des bêtes et faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui postulent et donc forcément. C'est pareil dans tous les secteurs, hein. La technique c'est bien, tout ça c'est super, on peut être expert machin, mais qu'est-ce qui fait qu'on va s'en sortir? Dans une crise, dans un problème, dans la sécurisation d'un système, c'est l'humain, c'est l'équipe, d'accord? C'est le facteur humain. Et donc, faut pas oublier ça. On peut empiler des tonnes d'antivirus, des tonnes acheter des logiciels, acheter des matériels, mais si on oublie l'humain doit gérer ça, réagir, patcher, corriger, prévenir, anticiper, enfin, je sais pas si vous voyez le périmètre, le système il part au tas. Donc, pas oublier dans tous ces métiers la composante humaine. Voilà. C'était pour rebondir sur ce que j'avais déjà dit. Et nous sommes totalement d'accord à la Touline. D'autres questions? Il nous reste encore un petit peu de temps, si vous voulez. Bon, eh bien écoutez, moi j'ai envie de dire quand même que le digital a aussi du bon, parce que c'est grâce à ça qu'on est ensemble ce matin, entre Bretagne et région Sud, je trouve ça sympa. Donc on vous enverra des liens, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc par mail. Je voulais remercier la Cité des métiers, qui est notre partenaire sur nos infométiers et qui nous permet d'utiliser leur logiciel. Merci à vous, Monsieur Prigent, Monsieur Jacques. C'était très riche d'informations. Vu les échanges, je pense que notre public a appris beaucoup de choses aussi.
Voilà. Est-ce que vous avez un mot de la fin? Non, moi j'étais très content effectivement de pouvoir échanger avec vous. Je pense que la formation, c'est vraiment un enjeu majeur pour préparer l'avenir de ce secteur-là qui se numérise fortement. Donc voilà, je pense que les initiatives vont se poursuivre d'ici la fin de l'année, l'année prochaine. N'hésitez pas à aller consulter le site de France Cyber Maritime, france-cyber-maritime.eu si vous voulez avoir plus d'informations sur l'association, à vous connecter sur LinkedIn ou à suivre l'association pour avoir un peu plus d'informations. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis, ben, s'il y a des questions, nous, on est effectivement content de répondre à vos différentes questions. Vous pouvez effectivement nous contacter par les réseaux sociaux. On sera content de pouvoir vous aiguiller si jamais il y a besoin d'informations complémentaires. Voilà. Et puis, merci à la tenue pour l'organisation de cette conférence qui était effectivement très intéressante et je pense attendue. Oui, merci de l'organisation, c'était parfait, merci de l'invitation. C'est toujours un grand plaisir d'expliquer un petit peu ce qu'on fait, donner deux, trois pistes. Après, c'est des points de vue, mais pour tous ceux qui sont intéressés par la cybersécurité, ne lâchez rien. Tout est possible. Osez, ça tombera pas du ciel. C'est une démarche volontaire. Euh, vous pouvez être, on l'a dit, fille, garçon, juriste, tout ce que vous voulez. Il y a de la place pour tout le monde. C'est juste un engagement. C'est juste une envie de le faire. C'est pas diplôme qu'on coche et puis c'est bon. On passe pas le permis quand on fait de la cyber. C'est un engagement. Et, mais il y a de la place, ça recrute, que ce soit dans le domaine maritime et portuaire, mais aussi dans plein d'autres sujets. Et puis il faut savoir aujourd'hui qu'on va changer 6 ou 7 fois de métier, peut-être dans des composantes. Donc la carrière peut être longue. On peut commencer par faire de l'administration système bas niveau et puis se retrouver, voilà, moi je savais pas du tout il y a 25 ans que j'allais me retrouver faire des slides, des PowerPoint pour être président d'une entreprise, même si je continue à coder, ça me plaît aussi, donc voilà, allez-y, engagez-vous. Bien, bah écoutez, je vais clôturer la session. Merci à tous, à très bientôt. N'hésitez pas à prendre contact avec la Touline si vous souhaitez des informations ou être accompagné ou être mis en relation avec nos intervenants d'aujourd'hui. Et de suivre aussi tous les mois, on organise une info métier comme celle-ci sur une thématique différente. Donc si les métiers de la mer vous intéressent, suivez-nous. À très bientôt.